Chapitre 1. Le cœur du soleil. L'aube se levait sur les colonnes d'Héliopolis, et la lumière n'arrivait pas comme une simple clarté. Elle arrivait comme une information. Les prêtres du temple de Ré avaient appris à observer cet instant avec une précision que nous appellerions aujourd'hui scientifique, mais qu'ils vivaient eux comme sacré. Chaque rayon était étudié, chaque effet sur la vie enregistré dans des papyrus qui ne survivent aujourd'hui que dans des musées oubliés. L'un de ces scribes laissa quelque chose d'extraordinaire gravé dans le calcaire. La lumière réveille d'abord les plantes, puis les oiseaux, et finalement l'homme. Mais l'homme, s'il ne s'éveille pas avec gratitude, dort même en marchant. Il avait remarqué quelque chose que la chronobiologie confirme aujourd'hui. Il existe un ordre dans le réveil de la vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. Dans l'Égypte antique, chaque lever de soleil était traité comme une résurrection cosmique. Ré, le dieu solaire, émergeait du Dua, l'inframonde, chaque matin après avoir traversé des serpents d'ombre et de chaos. Mais il revenait toujours. Il gagnait toujours. Il gagnait toujours. Et avec son retour, toute la création retrouvait son ordre. Pourquoi une dévotion si profonde? Parce que les Égyptiens n'adoraient pas aveuglément, ils observaient. Pour eux, le soleil n'était pas seulement un feu dans le ciel, c'était une conscience vivante. Thoth écrivit dans les textes hermétiques que toute vie est lumière qui a appris à se souvenir d'elle-même. Il ne parlait pas en métaphore. Il parlait depuis l'observation directe de la façon dont la lumière solaire transformait les graines en arbres, l'obscurité en vision, le froid en vie. Les prêtres remarquaient comment les malades s'amélioraient en s'exposant à l'aube, comment certains rituels au midi solaire chargeaient le corps d'une vitalité invisible. Ils appelèrent cette force Sekhem, le pouvoir vital qui coule de Ré vers tout être vivant. À Karnak, les architectes conçurent des couloirs pour qu'au solstice d'hiver, un unique rayon traverse des centaines de mètres et touche exactement l'autel intérieur. Ce rayon n'était pas une décoration, c'était un médicament, une information photonique dirigée. Dans les papyrus médicaux comme le papyrus Ebers, on prescrivait l'exposition solaire pour traiter aussi bien les infections que la mélancolie. Il ne disait pas « prends de la vitamine D », il disait « laisse Ré entrer dans ton sang ». Les prêtres enseignaient quelque chose de révolutionnaire. Le soleil que tu vois dans le ciel n'est que l'ombre du soleil qui vit dans ta poitrine. Quand tu réveilles le soleil intérieur, tu ne cherches plus la lumière, tu l'aimais. Il ne parlait pas du cœur comme d'une pompe à sang. Il parlait du Hib, le cœur conscience, où réside le feu personnel. Il croyait que chaque être humain portait une étincelle de Ré, et que cette étincelle pouvait s'éteindre par l'oubli ou la peur, mais pouvait aussi se rallumer avec gratitude consciente envers la lumière. Chaque matin, les initiés regardaient l'horizon au lever du soleil, ouvraient leurs bras, respiraient profondément et disaient « Je salue la lumière qui m'a donné la vie. Je salue le soleil qui vit aussi en moi. » Ce n'était pas une supplication, c'était une activation. Les Égyptiens comprenaient quelque chose que la physique quantique commence à peine à articuler. La conscience et la lumière sont intriquées. Observer avec gratitude n'est pas passif, c'est créatif. Cela réorganise les cellules. Ils appelèrent cela Ka, la force vitale qui soutient le corps et l'âme. Et ils enseignaient que le Ka se nourrissait du soleil non seulement à travers la peau, mais par la respiration consciente, le regard attentif, la reconnaissance que nous sommes littéralement enfants de la lumière. Aujourd'hui, 4000 ans plus tard, la science moderne valide ce que ces sages avaient compris sans laboratoire. Le docteur Fritz Albert Popp, biophysicien allemand, consacra des décennies à un fait révolutionnaire. Toutes les cellules vivantes émettent des photons. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique mesurable. Ton corps, maintenant même, produit et émet de la lumière. Des milliards de cellules génèrent de minuscules éclats de radiation électromagnétique. Popp appela cela biophoton et démontra quelque chose d'encore plus extraordinaire. Cette lumière cellulaire n'est pas aléatoire, elle suit des schémas cohérents, comme si les cellules se communiquaient en utilisant la lumière comme langage. Les cellules saines émettent une lumière ordonnée, harmonique. Les cellules malades perdent cette cohérence. Leur lumière devient chaotique. La maladie est donc une désorganisation de la lumière intérieure. Et ici, l'ancien rejoint le scientifique. Popp découvrit que la lumière solaire naturelle influence directement l'émission de biophotons. Quand tu t'exposes au soleil matinal, à ses premiers rayons doux, riches en lumière rouge et infrarouge, tu ne fais pas que produire de la vitamine D. Tu absorbes une information photonique qui réharmonise la lumière que tes cellules émettent. Le soleil extérieur accorde le soleil intérieur.
Encore plus révélateur. L'ADN ne sert pas seulement à stocker des gènes, il fonctionne comme une antenne biologique qui reçoit, stocke et transmet des photons. Ton ADN est un récepteur solaire. Chaque matin, quand la lumière touche ta peau, elle parle directement à ton code génétique, activant ou désactivant des gènes selon la qualité de cette lumière. Les Égyptiens l'appelaient Ré et Sekem. La science l'appelle biophotonique. Les deux décrivent la même vérité. La vie est lumière organisée qui a appris à se souvenir. Comment appliquer cette sagesse? Aujourd'hui, pas besoin de temple, seulement de présence chaque matin. Sors, déchausse-toi si tu peux. Regarde l'horizon tandis que le soleil émerge, doux, doré. Ne le fixe pas lorsqu'il est haut, mais dans ses premières minutes, lorsque sa lumière arrive filtrée. Respire profondément, sens la lumière entrer par chaque pore, pénétrer les tissus, atteindre le sang, parvenir à chaque cellule. Et pendant que tu respires, dis « Je salue la lumière qui m'a donné la vie. Je salue le soleil qui vit aussi en moi. Que cette lumière réorganise ce que j'ai oublié et réveille ce qui a toujours été. » Ce n'est pas religion, c'est résonance. Quand tu offres gratitude au soleil, ton système nerveux reconnaît cette fréquence comme l'originelle. La sérotonine s'active, ton rythme circadien se régule, ta glande pinéale reçoit le signal et produit les hormones exactes dont tu as besoin. Des études démontrent que la gratitude consciente génère la cohérence cardiaque, cœur, cerveau et système nerveux en synchronie parfaite. Cette cohérence améliore l'immunité, la clarté mentale et la capacité de guérison. Les Égyptiens le savaient sans électrode. Aujourd'hui, nous le confirmons avec technologie. La vérité est la même. Le soleil ne fait pas qu'illuminer. Il te rappelle qui tu es. La lumière ne vieillit pas. Elle se souvient. Chapitre 2. La lumière qui parle. Dans la jungle du Yucatan, le temps n'était pas une ligne droite. C'était un cycle qui respirait. Les Mayas construisirent des cités entières, orientées vers le soleil. À Chichén Itzá, pendant les équinoxes, l'ombre du soleil descend les escaliers de la pyramide de Kukulkan, formant la silhouette d'un serpent qui semble se glisser du ciel vers la terre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la maîtrise du langage solaire en architecture. Les prêtres mayas étaient des astronomes obsessionnels. Ils enregistraient avec une exactitude millimétrique chaque mouvement du soleil, chaque phase de la lune, chaque transit de Vénus. Mais ils ne le faisaient pas par curiosité abstraite. Ils l'étudiaient parce qu'ils avaient découvert quelque chose de fondamental. Le soleil n'éclaire pas seulement l'espace, il crée le temps. Dans les codex mayas, on décrit le soleil comme Kinikao, le seigneur de l'œil solaire. Ce n'est pas simplement un dieu, c'est la conscience qui ordonne les cycles de toute existence. Les mayas comprenaient que le temps n'est pas un contenant vide où les choses arrivent. Le temps est de la lumière organisée en rythme. Leur concept le plus profond était le Tzolk'in, le calendrier sacré de 260 jours. Il se basait sur la période de gestation humaine et sur des cycles de résonance entre le soleil, la terre et le corps humain. Pour les Mayas, chaque jour possédait une fréquence spécifique, une qualité énergétique distincte, transmise par le soleil. Naître un certain jour marquait la fréquence lumineuse dans laquelle ton corps apprenait à vibrer en entrant dans ce monde. Plus au nord, à Tenochtitlan, les Aztèques portèrent cette compréhension à un autre niveau. Pour eux, le soleil était Tonatiuh, le guerrier, qui chaque jour livrait bataille contre l'obscurité. Mais il y avait quelque chose de plus profond dans leur cosmologie. Les Aztèques parlaient du Tonali, l'énergie vitale que chaque être humain émet lorsque sa vie est en cohérence avec les cycles solaires. Le Tonali résidait au sommet de la tête, exactement là où se trouve la glande pinéale, cet organe photosensible qui répond directement à la lumière solaire. Les Aztèques enseignaient qu'à l'aube, quand la lumière du soleil touchait la tête, le Tonali se renforçait. C'était le moment où l'être humain chargeait son énergie vitale pour la journée. Les guérisseurs aztèques, appelés Tisites, diagnostiquaient les maladies en observant si le patient avait perdu sa synchronisation avec le soleil. Dormait-il quand il devait être éveillé? Évitait-il la lumière du matin? Si la réponse était oui, la maladie n'était pas seulement physique, elle était temporelle. Le patient vivait hors du temps correct, et le remède était simple: se reconnecter au soleil, se lever à l'aube, observer consciemment le lever du soleil, respirer avec gratitude, permettre que la lumière réorganise ce que le chaos intérieur avait désaccordé. Ce qui est extraordinaire, c'est que Mayas et Aztèques arrivèrent à la même conclusion. Le soleil ne mesure pas le temps. Le soleil crée le temps dans le corps. Les prêtres mayas enseignaient
Le corps ne vit pas dans le temps. Le corps est du temps devenu chair. Et le soleil écrit ce temps dans chaque cellule. Il ne parlait pas de montres ni d'heures abstraites. Il parlait de rythmes internes qui répondent à la lumière comme une plante répond à l'eau. Pour eux, se déconnecter du soleil, c'était comme désaccorder un instrument. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que ces sages observaient avec une précision rituelle. Le docteur Satchidananda Panda, pionnier de la chronobiologie, a démontré quelque chose de révolutionnaire. Pratiquement chaque cellule du corps possède sa propre horloge biologique. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la génétique mesurable. Il existe des gènes appelés gènes de l'horloge qui s'activent et se désactivent par cycle de 24 heures. Ces gènes contrôlent la température corporelle, la production d'hormones, la digestion, la réparation de l'ADN et la division cellulaire. Et le directeur de cette symphonie est la lumière du soleil. Quand la lumière du matin entre par tes yeux, elle voyage jusqu'au noyau suprachiasmatique, le maître horloge du cerveau. De là, des signaux sont envoyés à chaque organe pour leur dire « Il fait jour, activez-vous, produisez du cortisol, de la sérotonine, de la dopamine ». Sans ce signal solaire matinal, le corps entre en confusion temporelle. Les rythmes se désynchronisent, le sommeil se dérègle, le métabolisme devient chaotique. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui évitent la lumière naturelle ont des taux plus élevés de dépression, de diabète et d'obésité. Le docteur Michael Rosbach, prix Nobel de médecine en 2017 pour ses travaux sur les rythmes circadiens, démontra que perturber les cycles lumière-obscurité endommage directement l'ADN. Les cellules perdent leur capacité de se réparer. Le vieillissement s'accélère. Les Mayas appelaient cela la perte du Tzolk'in. Les Aztèques appelaient cela la perte du Tonali. La science l'appelle dérégulation circadienne. Tous décrivent la même chose. Déconnexion du soleil. Comment retrouver ce lien aujourd'hui? Chaque matin, dans la première heure après le réveil, expose-toi à la lumière naturelle du soleil. Pas à travers une fenêtre. Pas avec des lunettes de soleil. Directement, même s'il y a des nuages. Sors. Déchausse-toi. Respire profondément. Laisse la lumière toucher ton visage pendant au moins 10 minutes. Tu n'as pas besoin de regarder le soleil directement. Il suffit d'être sous son influence. Pendant que tu respires, reconnais intérieurement, le soleil qui guide les planètes, guide aussi mes cellules. Mon corps ne mesure pas le temps. Mon corps est temps. Et aujourd'hui je choisis de me synchroniser avec la fréquence originelle. Cette pratique n'est pas optionnelle si tu veux la santé et la clarté mentale. Elle est fondamentale. Tes gènes attendent ce signal chaque matin. Sans lui, il fonctionne en mode survie, pas en mode régénération. Les Mayas dessinèrent des cités entières pour capturer la lumière à des moments précis. Toi, tu as seulement besoin de sortir au lever du jour. Ils appelaient cela sagesse. Nous l'appelons oubli. Mais la lumière continue d'attendre que tu te souviennes. Le soleil ne mesure pas le temps, il le crée en toi. Chapitre 3. Le soleil du sang. Dans les anciennes écoles de Perse, les alchimistes ne cherchaient pas à transformer le plomb en or par cupidité. Ils cherchaient à comprendre comment la lumière devient vie. Dans les textes de Zoroastre, écrits il y a plus de 3000 ans, on parle de Ahura Mazda, le seigneur de la lumière et de la sagesse. Mais l'extraordinaire n'est pas la théologie, c'est l'observation. Les Perses remarquèrent que tout ce qui est vivant contenait quelque chose qu'ils appelèrent Kavarena, le feu divin, et ce feu n'était pas chaleur, mais luminosité intérieure, un éclat invisible qui distinguait le vivant du mort. Les alchimistes perses passaient des années à étudier le sang. Ils ne le voyaient pas comme un simple liquide, mais comme de la lumière en mouvement. Le sang est le véhicule du soleil dans le corps, écrivit un maître dont le nom s'est perdu. Quand le sang perd sa lumière, le corps meurt, même si le cœur bat encore. Ils réalisaient des expériences étranges pour l'époque. Ils exposaient plantes et animaux à différentes qualités de lumière. Ils observaient comment le sang des animaux changeait de couleur selon l'alimentation. Ils remarquaient que ceux qui mangeaient des plantes vertes riches en chlorophylle avaient un sang plus vibrant, plus rouge, plus lumineux. Et ils firent alors une découverte qui mettrait des siècles à être vérifiée. La structure moléculaire de la chlorophylle et celle de l'hémoglobine sont presque identiques. Les deux sont des anneaux atomiques organisés avec une perfection géométrique. La différence est minime. Au centre de la chlorophylle se trouve un atome de magnésium. Au centre de l'hémoglobine, un atome de fer. Pour les alchimistes perses, ce n'était pas une coïncidence, mais une révélation. Le sang et les plantes sont sœurs. Toutes deux sont nées du soleil.
Les plantes capturent la lumière et la convertissent en chlorophylle. Les humains consomment les plantes et convertissent la chlorophylle en hémoglobine. La chaîne est directe. Soleil, plante, sang, vie. Des siècles plus tard, dans l'Europe médiévale, cette sagesse voyagea en secret à travers les écoles hermétiques. Paracelse, l'alchimiste suisse du XVe siècle, révolutionna la médecine de son temps en déclarant quelque chose qui semblait hérétique. La maladie n'est pas l'invasion de démons, mais la perte de lumière intérieure. Il fut persécuté, exilé, traité de fou, mais ses écrits survécurent cachés dans des bibliothèques interdites. Pour Paracelse, le corps humain contenait 3 principes essentiels: sel, soufre et mercure. Il ne parlait pas d'éléments chimiques littéraux, mais de forces spirituelles. Le soufre représentait le feu intérieur, l'étincelle solaire, qui anime la matière, et ce feu vivait principalement dans le sang. Le sang est l'huile de la lampe humaine. Si l'huile est pure, la flamme brûle brillante. Si l'huile est corrompue, la flamme s'éteint. Purifier le sang ne signifiait pas seulement le débarrasser de toxines, mais restaurer sa capacité à porter la lumière. Comment? Par ce qu'il appelait la médecine spagyrique, méthode alchimique qui extrayait l'essence lumineuse des plantes médicinales. Mais il enseignait aussi quelque chose de plus simple et de plus radical: s'exposer au soleil, avec intention consciente, respirer la lumière, visualiser cette lumière voyager des poumons au sang, l'illuminant de l'intérieur. Aujourd'hui, la biochimie confirme ce que les alchimistes pressentaient. L'hémoglobine, cette molécule qui transporte l'oxygène dans ton sang, a une structure presque identique à la chlorophylle des plantes. Cela ne fut découvert qu'au XXe siècle par le biochimiste Richard Willstetter, prix Nobel en 1915, pour avoir élucidé la structure de ces 2 molécules. La similitude est frappante. Les 2 possèdent un anneau porphyrinique, une structure géométrique parfaite formée de carbone, hydrogène et azote. Au centre de la chlorophylle, le magnésium capte les photons de la lumière solaire. Au centre de l'hémoglobine, le fer capte l'oxygène. Mais la fonction est parallèle, toutes 2 captent et transportent l'énergie. La chlorophylle capte la lumière du soleil et la transforme en énergie chimique pour que la plante croisse. L'hémoglobine capte l'oxygène et le transporte à chaque cellule pour que celle-ci brûle le glucose et produise de l'énergie. En termes alchimiques, toutes 2 sont porteuses du feu. Plus révélateur encore, des études modernes ont montré que lorsque tu consommes des végétaux riches en chlorophylle comme les épinards, le persil, les algues, l'herbe de blé, ton corps peut absorber des fragments de cette molécule et les utiliser pour régénérer l'hémoglobine. C'est comme si ton sang se souvenait de son origine végétale et à travers elle de son origine solaire. Le docteur Yoshihide Agiwara, biochimiste japonais, consacra des décennies à étudier la chlorophylle et son effet sur le sang humain. Il découvrit que la chlorophylle n'aide pas seulement à oxygéner le sang, elle le purifie, neutralise les toxines, stimule la production de globules rouges et améliore la cohérence cellulaire. Pour lui, la chlorophylle était du sang végétal. Quand tu la consommes, ton sang devient plus lumineux. Les Perses appelaient cela Kasuviaena. Paracelse l'appelait l'or philosophique. La science l'appelle oxygénation et biodisponibilité. Mais tous décrivent la même chose: le sang comme porteur de lumière solaire. Comment appliquer cette sagesse ancestrale aujourd'hui? D'abord, comprends que ton sang est le fleuve de lumière qui maintient vivant chaque recoin de ton corps. Chaque cellule dépend de ce fleuve pour rester oxygénée, vibrante, claire, et tu peux influencer directement sa qualité. Chaque matin, après t'être exposé au soleil, consomme quelque chose de vert. Il n'est pas anodin que les plantes les plus médicinales soient les plus vertes. La chlorophylle est de la lumière solaire concentrée. Quand tu la consommes, tu manges littéralement de la lumière. Jus vert d'épinards, persil, céleri, concombre, herbe de blé, spiruline, chlorelle. Il ne s'agit pas de suivre des régimes compliqués. Il s'agit de se souvenir que ton corps fut conçu pour transformer les plantes en sang et les plantes en lumière. Pendant que tu bois, visualise consciemment: cette lumière verte voyage dans mon sang. Mon sang s'illumine. Chaque cellule reçoit plus d'oxygène, plus de vie, plus de clarté. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la biochimie dirigée par l'intention. Ensuite, respire profondément. Les alchimistes savaient que la respiration ne transporte pas seulement de l'air, mais le pneuma, l'énergie vitale. Quand tu respires profondément en plein air sous la lumière du soleil, ton sang s'oxygène de manière optimale. Le fer de ton hémoglobine capte l'oxygène,
Comme le magnésium de la chlorophylle capte les photons. Inspire 4 secondes. Retiens 4 secondes. Retiens 4 secondes. Répète 5 fois chaque matin sous le soleil. Tu sentiras ton sang s'éveiller. Enfin bouge. Le sang stagnant perd sa lumière. Marcher, s'étirer, danser en plein soleil, active la circulation et permet à chaque cellule de recevoir sa ration d'oxygène lumineux. Les alchimistes ont passé des vies à chercher l'or intérieur. Tu l'as déjà. Il coule dans tes veines. Tu dois seulement te souvenir de l'alimenter avec la lumière. Le sang est l'or solaire en mouvement. Chapitre 4. En 1899, Nikola Tesla installa un laboratoire dans les montagnes de Colorado Springs. Il ne cherchait pas à inventer des machines, mais à comprendre comment l'univers transmet une information invisible. Tesla avait observé quelque chose que la science de son époque ignorait. Le soleil n'émet pas seulement de la lumière visible, il émet un spectre complet de fréquences électromagnétiques qui baignent constamment la Terre. Et ces fréquences ne sont pas un bruit aléatoire. Ce sont des schémas organisés, comme si le soleil parlait un langage que tout être vivant comprend sans mots. Dans ses journaux privés, Tesla écrivit « Le soleil est un transmetteur, la Terre est un récepteur, et l'être humain est l'antenne qui traduit ce signal en vie. » Il ne le disait pas comme une métaphore poétique, mais comme un ingénieur qui avait mesuré des courants, des voltages et des résonances dans l'atmosphère. Tesla découvrit qu'entre la surface de la Terre et l'ionosphère existe une cavité électromagnétique qui vibre à des fréquences spécifiques. Des années plus tard, en 1952, le physicien Winfried Otto Schumann calcula mathématiquement cette fréquence. Aujourd'hui, nous l'appelons la résonance de Schumann, le battement électromagnétique de la planète. L'extraordinaire est ceci. Le cerveau humain en état de relaxation profonde ou de méditation opère également autour de 7 à 8 Hz en onde alpha. Ce n'est pas une coïncidence, mais une synchronie. Le cerveau humain fut conçu pour résonner avec la fréquence de la Terre, et la Terre reçoit sa fréquence du Soleil. Tesla l'avait pressenti des décennies avant que n'existe la technologie capable de le mesurer. Quand l'homme se déconnecte de la fréquence naturelle, il tombe malade. Non parce qu'il manque de quelque chose de chimique, mais parce qu'il perd la cohérence avec l'univers. Tesla n'était pas un mystique. Il était un scientifique obsédé par la transmission sans fil de l'énergie. Mais ses expériences le conduisirent à une conclusion inévitable. La lumière solaire n'est pas seulement une radiation, c'est une information organisée qui interagit directement avec les champs électromagnétiques du corps humain. Le cœur humain génère le champ électromagnétique le plus puissant du corps, détectable jusqu'à 3 mètres de distance. Le cerveau émet aussi des champs électriques mesurables, et chaque cellule vivante produit un minuscule champ électrique. Tesla comprit que ces champs ne sont pas isolés. Ils communiquent en permanence avec les champs externes, celui de la Terre, celui de la Lune, et surtout celui du Soleil. Le Soleil ne fait pas que chauffer, nota Tesla. Le Soleil synchronise. Toute vie sur Terre est un instrument qui répond à cette fréquence maîtresse. Il tenta de construire des tours capables de capter et redistribuer l'énergie solaire de façon sans fil. Il échoua techniquement, mais non conceptuellement. Il avait compris quelque chose de profond. Le Soleil n'envoie pas seulement des photons, il envoie des schémas électromagnétiques qui organisent la matière vivante. Aujourd'hui, des décennies plus tard, la science valide les intuitions de Tesla avec une précision technologique. Le docteur Michael Persenger, neuroscientifique canadien, consacra sa carrière à étudier comment les champs électromagnétiques influencent le cerveau humain. Il démontra que lorsque le cerveau est exposé à des fréquences spécifiques, surtout autour de 7 à 8 Hz, il entre en cohérence neuronale, plus grande clarté mentale, créativité augmentée, sensation de connexion profonde. Encore plus révélateur, il montra que les tempêtes solaires, qui émettent de puissantes rafales électromagnétiques, affectent directement le comportement humain. Pendant les pics d'activité solaire, augmentent l'anxiété, l'insomnie, les arythmies cardiaques et les crises émotionnelles. Non parce que le soleil est hostile, mais parce que l'humanité moderne a perdu la cohérence avec ses rythmes. Le HeartMath Institute en Californie approfondit encore cette recherche. Grâce à des magnétomètres très sensibles, ils mesurèrent comment le champ magnétique de la Terre, directement influencé par le Soleil, interagit avec le champ électromagnétique du cœur humain. Ils découvrirent que lorsqu'une personne entre dans un état de gratitude ou d'amour conscient, son cœur génère un modèle cohérent qui se synchronise littéralement avec la résonance de Schumann. En d'autres termes, quand tu ressens la gratitude sous le soleil,
Ton cœur entre en résonance avec la fréquence de la planète. Ce n'est pas de la spiritualité abstraite. C'est de la physique mesurable. Le docteur Rolin McCraty, directeur de la recherche à HeartMath, le formule ainsi: le cœur humain n'est pas seulement une pompe, c'est un organe sensoriel électromagnétique qui perçoit et répond aux fréquences de l'environnement. Et la fréquence la plus puissante qu'il reçoit est celle du Soleil. Comment appliquer ce savoir aujourd'hui? Tesla savait que nous n'avons pas besoin de technologies complexes pour nous syntoniser avec la fréquence solaire. Nous avons besoin de présence consciente. Chaque matin, après être exposé à la lumière du soleil, assieds-toi en silence. Ferme les yeux, respire profondément et lentement. À chaque inspiration, imagine que tu absorbes non seulement de l'air, mais une fréquence, la fréquence invisible du soleil, pénétrant ton champ électromagnétique. Pose une main sur ton cœur. Sens son battement. Reconnais que ce battement n'est pas seulement mécanique. Il est électrique. C'est un signal qui communique avec tout ton corps et avec le champ magnétique de la Terre. Pendant que tu respires, dis intérieurement: mon cœur se syntonise avec la fréquence du soleil. Mon corps se souvient de la résonance originelle. Je suis une antenne vivante qui traduit la lumière en cohérence. Ce n'est pas une visualisation vide. C'est un entraînement électromagnétique. Les études de HeartMath démontrent que cette pratique améliore la cohérence cardiaque, réduit le stress, renforce l'immunité et augmente la clarté mentale. Tesla passa sa vie à essayer d'offrir de l'énergie libre au monde. On lui refusa ses brevets. Il mourut dans la pauvreté, mais il laissa une vérité indestructible. Le soleil ne fait pas qu'illuminer. Il transmet la fréquence qui organise toute vie. La lumière communique avec l'âme. Chapitre 5. La géométrie du soleil. Dans la Grèce antique, Pythagore n'enseignait pas les mathématiques. Il enseignait le langage secret de l'univers. Dans son école de Crotone, les initiés passaient des années en silence avant de pouvoir parler. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Pythagore croyait que les mots humains déforment la vérité, mais que les nombres, eux, ne mentent jamais. Et il y avait un nombre qu'il considérait comme sacré entre tous. Phi, le nombre d'or. Phi n'est pas une invention humaine, c'est un motif cosmique. Il apparaît dans la spirale des galaxies, dans la disposition des pétales des fleurs, dans la structure du coquillage, dans les proportions du corps humain. Et Pythagore découvrit quelque chose d'extraordinaire. Il apparaît aussi dans la manière dont le soleil organise la lumière. Les Grecs observèrent que lorsque la lumière du soleil traverse un prisme et se décompose en couleurs, ces couleurs ne se distribuent pas au hasard. Elles suivent des proportions mathématiques exactes. Les fréquences du spectre visibles obéissent à Phi. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet. Chaque couleur est une octave harmonique de la précédente. Toutes sont régies par la proportion dorée. Le soleil n'émet pas seulement de la lumière, enseignait Pythagore, le soleil chante, et son chant est écrit en géométrie. Pour Pythagore, la géométrie n'était pas une abstraction académique, c'était une médecine. Il croyait que le corps humain, lorsqu'il est sain, reflète parfaitement les proportions de l'univers. Mais lorsqu'il tombe malade, il perd cette géométrie. Guérir ne consistait donc pas à ajouter des substances externes, mais à restaurer la proportion perdue. Et la manière la plus directe de la restaurer était de s'exposer au soleil. Car le soleil est le géomètre maître. Les Grecs n'étaient pas les seuls à comprendre cela. Les Égyptiens construisirent les pyramides de Gizeh en utilisant Phi. Les architectes de Chartres dessinèrent la cathédrale selon des proportions dorées, pour que la lumière y entre sous des angles précis. Les artistes de la Renaissance, comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange, utilisèrent Phi pour peindre et sculpter des visages qui paraissaient divins, parce qu'ils reflétaient l'ordre cosmique. Mais le véritable secret n'était pas dans les bâtiments. Il était dans le corps. Léonard de Vinci dessina l'homme de Vitruve pour montrer comment le corps humain s'inscrit parfaitement dans un cercle et un carré, et comment toutes ces proportions obéissent à Phi, la distance du nombril jusqu'au pied, divisée par la hauteur totale. Phi, la distance de l'épaule au doigt, divisée par celle du coude au doigt. Phi, chaque articulation, chaque os, chaque organe suit la géométrie solaire. Et voici ce qui est encore plus révélateur. L'ADN, cette double hélice qui porte le code de la vie, suit aussi la proportion dorée. La longueur d'un tour complet de l'hélice, divisée par sa largeur, est exactement un pas approximatif. Exact. La vie n'a pas évolué au hasard.
La vie s'est cristallisée dans la géométrie du Soleil. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que Pythagore enseignait en secret. Le docteur Dan Winter, biophysicien spécialisé dans la géométrie fractale, a démontré que le cœur humain émet des ondes électromagnétiques qui, lorsqu'elles sont en cohérence optimale, forment des motifs géométriques basés sur phi. En utilisant l'analyse de Fourier, il a mesuré les signaux électriques du cœur et découvert que, dans des états d'amour, de gratitude ou de paix profonde, le cœur génère des ondes qui suivent la proportion dorée. En d'autres termes, lorsque ton cœur est en harmonie, il chante littéralement dans la fréquence de l'univers. Le docteur Fritz Albert Popp, le même qui a découvert les biophotons, a montré que la lumière émise par les cellules saines suit des schémas géométriques cohérents, tandis que les cellules malades émettent une lumière chaotique, sans proportion. La maladie est une perte de géométrie. Plus étonnant encore, des études en chronobiologie ont démontré que le rythme circadien humain n'est pas linéaire, il est spiralé. Et cette spirale suit la séquence de Fibonacci, expression numérique de phi. Ton corps ne mesure pas le temps en ligne droite, il le mesure en spirale dorée, comme les galaxies, comme les tournesols, comme tout ce qui naît du Soleil. Comment appliquer cette sagesse géométrique aujourd'hui? Pythagore enseignait que la manière la plus directe de restaurer la géométrie intérieure était à travers 3 pratiques: la lumière, le son et la proportion consciente. Lumière. Chaque matin, expose-toi au soleil et visualise sa lumière non pas comme quelque chose d'informe, mais comme une géométrie vivante. Imagine que chaque rayon est une ligne dorée qui entre dans ton corps et réorganise tes cellules selon la proportion parfaite. Son. Les pythagoriciens utilisaient une musique basée sur des intervalles harmoniques pour guérir. Aujourd'hui, on sait que certaines fréquences, comme 432 Hz ou 528 Hz, sont mathématiquement liées à phi et à la résonance de Schumann. Écouter ces fréquences en s'exposant au soleil renforce la cohérence cellulaire. Respiration proportionnée. Respire en suivant un rythme inspiré de la séquence de Fibonacci. Inhale 3 secondes. Retiens 5 secondes. Exhale 8 secondes. Cette proportion n'est pas arbitraire. C'est la signature mathématique de la vie. Pendant que tu respires sous le soleil, reconnais intérieurement: mon corps est une géométrie solaire faite chair. Chaque cellule obéit à la proportion de l'univers. Le soleil me rappelle la forme parfaite que je n'ai jamais perdue. Les Grecs construisirent des temples pour capturer la lumière sous des angles sacrés. Tu n'as pas besoin de temple. Ton corps est déjà le temple. Tu dois seulement te souvenir de son architecture originelle. Chaque cellule obéit à la géométrie de la lumière. Chapitre 6. La respiration du feu. Dans les montagnes de l'Himalaya, il y a plus de 5000 ans, les sages védiques découvrirent quelque chose que la médecine occidentale commence à peine à comprendre. La respiration ne déplace pas seulement de l'air, elle déplace de la lumière. Les Védas, les textes les plus anciens de l'humanité, parlent du prana, la force vitale qui soutient toute existence. Mais le prana n'est pas un concept abstrait. Les rishis le décrivirent avec précision. Le prana est l'énergie que le soleil dépose dans l'air, l'eau, les aliments et la lumière elle-même. Sans prana, le corps est un cadavre, même si le cœur bat encore. Pour les yogis, la respiration était le pont entre le visible et l'invisible. Chaque inhalation n'introduisait pas seulement de l'oxygène, mais du prana solaire. Et ce prana voyageait à travers des canaux énergétiques appelés nadis, illuminant chaque cellule de l'intérieur. Le texte le plus sacré à ce sujet est le Rig Veda, où l'on décrit Surya, le dieu solaire, comme le grand pranayama de l'univers. Surya inhale l'obscurité et exhale la lumière. Ainsi, il maintient le cosmos vivant. L'être humain qui respire avec conscience solaire devient une extension de Surya. Les yogis développèrent des techniques spécifiques pour absorber un maximum de prana pendant le lever du soleil. La plus puissante s'appelle Surya Bedana, la respiration qui perce le soleil. Elle consiste à inspirer uniquement par la narine droite, associée au canal solaire Pingala, en visualisant la lumière dorée entrant directement au centre de la poitrine. Ce n'était pas un exercice physique, c'était une technologie spirituelle de capture photonique. Mais la révélation la plus profonde des Védas concernait la glande pinéale. Les textes tantriques parlent de l'Ajna Chakra, le troisième œil situé exactement au centre du cerveau. Les yogis le décrivaient comme une petite glande en forme de pomme de pin, capable de voir la lumière sans les yeux physiques. Pendant des siècles, la science qualifia cela de superstition. Jusqu'à René Descartes, philosophe et scientifique du XVIIe siècle,
qui disséqua des cerveaux humains et fut frappé d'étonnement. Il trouva une glande de la taille d'un grain de riz, en forme de pinéal, exactement à l'endroit décrit par les yogis. Et il écrivit quelque chose de révolutionnaire: cette glande est le siège de l'âme, le point où le corps et l'esprit se rencontrent. Les Védas le savaient déjà. Ils enseignaient que la glande pinéale est photosensible. Elle répond directement à la lumière solaire, même sans exposition directe. Elle fonctionne comme une antenne qui capte les fréquences lumineuses et les traduit en hormones qui gouvernent tout le corps. Le rituel matinal védique appelé Surya Namaskar, la salutation au soleil, n'était pas de la gymnastique, c'était un protocole d'activation pinéale. Les yogis savaient qu'en exposant le corps à la lumière du matin, en respirant profondément et en focalisant l'attention sur le front, la pinéale s'illuminait, comme si elle se souvenait de sa fonction, être l'œil solaire interne. Aujourd'hui, la science confirme chaque détail de cette sagesse. La docteure Jennifer Luke, de l'université de Surrey, démontra que la glande pinéale est le tissu le plus photosensible du corps après la rétine. Elle contient des cellules semblables à celles des yeux, capables de percevoir la lumière. Chez certains reptiles, la pinéale traverse même le crâne pour fonctionner comme un véritable troisième œil. Chez l'humain, elle est devenue interne, mais elle conserve sa sensibilité. La pinéale produit la mélatonine, hormone qui régule le sommeil, mais aussi la DMT diméthyltryptamine, appelée molécule de l'esprit. Le docteur Rick Strassman, psychiatre à l'Université du Nouveau-Mexique, consacra des années à étudier cette relation et conclut que la pinéale libère de la DMT à deux moments cruciaux, à la naissance et à la mort, et probablement aussi lors d'expériences mystiques profondes. Mais voici ce qui est le plus révélateur. La production de mélatonine et de DMT dépend directement de l'exposition à la lumière du matin. Sans ce signal lumineux précoce, la pinéale se calcifie, perd sa fonction, s'éteint. Des études d'autopsie montrent que dans la société moderne, la majorité des gens ont la pinéale calcifiée avant 40 ans. Les yogis appelaient cela l'obscurcissement du troisième œil. La science l'appelle calcification pinéale. Ils décrivent la même perte de connexion. Le docteur Samer Attar, du National Institute of Health, découvrit que des cellules spécialisées de la rétine, les cellules ganglionnaires photosensibles, ne servent pas à voir des images. Elles servent exclusivement à détecter la lumière bleue de l'aube et à envoyer des signaux directs à la glande pinéale. C'est le câble direct entre le soleil extérieur et le soleil intérieur. Comment raviver le troisième œil aujourd'hui? Les Védas laissèrent le protocole exact. Il ne nécessite pas des années de méditation, mais une discipline matinale. Chaque matin, au lever du soleil, tiens-toi debout face à l'horizon, pieds nus si possible. Ferme les yeux doucement et laisse la lumière toucher tes paupières. Cette lumière pénètre le crâne et stimule la pinéale. Respire profondément par le nez. Inspire 4 secondes en visualisant une lumière dorée entrer par ton front. Retiens 4 secondes en imaginant cette lumière activer une petite flamme au centre du cerveau. Expire 4 secondes en libérant toute obscurité mentale. Répète cela pendant 5 minutes, tandis que le soleil se lève. Ensuite, ouvre les yeux et regarde indirectement vers la lumière de l'horizon, sans fixer le disque solaire lorsqu'il monte. Cligne doucement. Permets à tes yeux d'absorber la fréquence de l'aube. Pendant cette pratique, reconnais intérieurement: mon troisième œil s'éveille avec la lumière du soleil. Ma glande pinéale se souvient de sa fonction sacrée. Je respire de la lumière. Je vois la lumière. Je suis lumière. Les rishis védiques vivaient 100 ans avec une clarté intacte. Ils ne prenaient pas de compléments. Ils respiraient le soleil à chaque aube. C'était leur médecine. Et respirer la lumière, c'est absorber la conscience. Chapitre 7. La mémoire de Lufer. Dans les sous-sols de Prague durant le XVe siècle, les alchimistes européens ne fondaient pas les métaux par avidité. Ils cherchaient à déchiffrer le code caché de la régénération. Paracels, le médecin suisse qui révolutionna la médecine de son époque, écrivit quelque chose qui lui valut persécution et exil. L'or ne se trouve pas dans les mines. Le véritable or se trouve dans le corps humain, et il ne peut être activé que par la lumière du soleil. Il ne parlait pas d'or matériel, mais de ce qu'il appelait la mumia, la force régénératrice, que chaque cellule porte comme mémoire originelle. Pour Paracels, la maladie n'était pas une invasion de forces maléfiques, mais un oubli cellulaire. Les cellules oubliaient leur état parfait, leur modèle de santé originel. Et la seule manière de restaurer cette mémoire était de les exposer à la fréquence qui les avait créé, la lumière solaire. Les alchimistes héritèrent cette sagesse des Égyptiens, des Perses et des Grecs,
mais ils la codifièrent en symbole pour la protéger de l'Inquisition. Dans leurs manuscrits illuminés, ils dessinaient des soleils avec des visages humains, non comme décoration, mais comme rappel. Le soleil extérieur et le soleil intérieur sont des miroirs. Le processus alchimique le plus célèbre, transformer le plomb en or, ne fut jamais littéral. C'était une métaphore de transformation biologique. Le plomb représentait les cellules malades, obscurcies, lourdes. L'or représentait les cellules restaurées à leur luminosité originelle, et l'agent transmutateur n'était pas un feu ordinaire, mais le feu philosophique, la lumière solaire absorbée consciemment. Dans les textes hermétiques, on décrit une substance appelée azote, le principe universel de régénération. Les alchimistes la cherchèrent dans des liquides, des poudres, des teintures, mais le secret était sous leurs yeux. L'azote est la lumière solaire métabolisée par le corps vivant. Nicolas Flamel, alchimiste parisien du XIVe siècle, écrivit dans son journal « Le véritable laboratoire n'est pas la table de travail, c'est le corps humain exposé à l'aube ». Flamel vécut jusqu'à 88 ans, à une époque où l'espérance de vie n'était que de 35 ans. Lorsqu'on lui demanda son secret, il répondit « Je bois l'or liquide que le soleil verse chaque matin ». Les alchimistes développèrent des pratiques que nous nommerions aujourd'hui photothérapie consciente. Ils s'exposaient au soleil naissant complètement nus lorsque c'était possible, afin que la lumière touche directement la peau sans filtre. Ils croyaient que la peau ne protège pas seulement, mais qu'elle lit la lumière et traduit son information à l'intérieur du corps. Et ils avaient raison. L'un de leurs rituels les plus secrets était le bain solaire alchimique. Au lever du soleil, l'adepte s'asseyait face à l'astre, fermait les yeux et visualisait une lumière dorée entrant par le plexus solaire, le centre énergétique, associé à l'or intérieur, puis irradiant chaque organe, chaque tissu, chaque goutte de sang. Ce n'était pas une imagination vide, mais un protocole de reprogrammation cellulaire à l'aide de photons réels et d'intentions dirigées. Aujourd'hui, la biologie quantique confirme ce que les alchimistes pressentaient. Le docteur Bruce Lipton, biologiste cellulaire de Stanford, bouleversa la science avec ses travaux sur l'épigénétique. Il démontra que les gènes ne sont pas un destin fixe, mais des interrupteurs qui s'activent ou se désactivent selon les signaux de l'environnement. Et l'un des signaux les plus puissants est la lumière. Lipton découvrit que la membrane cellulaire, cette couche qui entoure chaque cellule, fonctionne comme son cerveau. Elle ne fait pas que protéger, elle perçoit l'environnement et décide quel gène activer. Quand une cellule reçoit de la lumière solaire de qualité, elle active des gènes de régénération, de réparation et de longévité. Quand elle vit dans l'obscurité ou sous la lumière artificielle, elle active des gènes d'inflammation et de survie. Les cellules ont une mémoire, elles se souviennent de leur état parfait, mais elles ont besoin du bon stimulus pour y accéder. Ce stimulus est la lumière solaire consciente. Le prix Nobel Yoshinori Ohsumi découvrit l'autophagie, processus par lequel les cellules recyclent les composants endommagés et se régénèrent. Il démontra que l'autophagie s'active principalement pendant le jeûne et l'exposition au soleil du matin. C'est comme si le soleil disait à chaque cellule « Nettoie l'ancien, souviens-toi du nouveau ». Plus révélateur encore, des recherches en biophotonique ont montré que lorsque des cellules humaines sont exposées à la lumière solaire naturelle, elles commencent à émettre davantage de biophotons, de la lumière propre plus cohérente. La lumière extérieure réveille la lumière intérieure, exactement comme les alchimistes l'enseignaient. L'or extérieur active l'or intérieur. Comment appliquer l'alchimie solaire aujourd'hui? Les alchimistes laissèrent un protocole dissimulé dans des symboles, mais sa mise en pratique est simple. Chaque matin, durant les 20 premières minutes de l'aube, assieds-toi dans une posture confortable face au soleil. Si possible, expose la plus grande surface de peau. Le soleil ne te brûlera pas à cette heure. Ferme les yeux et visualise un soleil doré, de la taille de ton poing, situé dans ton plexus solaire, entre le nombril et le sternum. Respire profondément. À chaque inspiration, imagine que ce soleil intérieur devient plus brillant, plus chaud, plus puissant. Ensuite, permets mentalement à cette lumière de s'étendre, d'abord vers le cœur, puis les poumons, le cerveau, les reins, le foie, les intestins. Visualise chaque organe s'illuminer, se nettoyer, se régénérer. Les cellules se souviennent de leur modèle parfait. Pendant la respiration, dis intérieurement. Chaque cellule se souvient de son état originel. La lumière réorganise ce que le chaos a défait. Je suis l'or conscient qui se souvient de lui-même. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de l'épigénétique dirigée par l'intention.
Les études montrent que la visualisation consciente, combinée à la cohérence du cœur, modifie l'expression génétique en moins de 3 minutes. Les alchimistes cherchèrent la pierre philosophale durant toute leur vie. Le secret n'a jamais résidé dans les métaux, mais dans le corps humain illuminé par un soleil conscient. L'or qu'ils cherchaient a toujours été à l'intérieur. Il suffisait de se rappeler comment l'activer. La lumière organise la matière en équilibre. Chapitre 8. Le soleil du cœur. Dans les monastères du désert d'Égypte, durant les premiers siècles du christianisme, les pères du désert découvrirent quelque chose que la théologie officielle ne formula jamais clairement. Le cœur humain ne se contente pas de pomper le sang. Il irradie de la lumière. Saint Macaire le Grand, moine du IVe siècle, écrivit dans ses homélies: « Le cœur est un petit soleil. Quand l'homme prie avec un amour véritable, ce soleil intérieur s'allume et tout le corps se remplit de lumière. » Il ne parlait pas en parabole. Il décrivait des expériences directes de moines qui, après des années de prière contemplative sous le soleil du matin, déclaraient voir une lumière intérieure, sentir une chaleur dans la poitrine, percevoir que leur cœur émettait quelque chose de plus que des battements. Les mystiques chrétiens développèrent une pratique appelée hésychasme, la prière du cœur. Elle consistait à répéter une phrase sacrée, « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi », tout en concentrant toute leur attention sur le centre de la poitrine. Mais ils le faisaient toujours à l'aube, face au soleil levant, parce qu'ils savaient que la lumière extérieure potentialisait la lumière intérieure. Saint Siméon, le nouveau théologien, au XIe siècle, décrivit les expériences ainsi: « Je vis une lumière qui ne venait ni de dehors, ni de dedans, mais des deux à la fois. Mon cœur devint une lampe, et cette lampe illumina tout mon être. » Les mystiques ne recherchaient pas des visions. Ils recherchaient la cohérence. Ils savaient que lorsque le cœur entre dans un état d'amour pur, quelque chose change dans la biologie. Le corps entier s'harmonise. Plus tard, les chevaliers templiers héritèrent de cette sagesse du cœur et la fusionnèrent avec des connaissances ésotériques du Moyen-Orient. Durant les croisades, ils entrèrent en contact avec des soufis, des kabbalistes et des alchimistes islamiques. Tous partageaient le même secret. Le cœur est un organe de perception, pas seulement de circulation. Les soufis l'appelaient kalb, le cœur spirituel. Les kabbalistes le nommaient Tifer, le centre de l'arbre de vie. Et tous s'accordaient sur un point. Lorsque le cœur s'ouvre à la gratitude ou à l'amour, il émet une fréquence qui résonne avec celle du soleil. Les Templiers développèrent un rituel matinal secret. Ils s'agenouillaient face au soleil levant. Ils plaçaient leurs mains en croix sur la poitrine et respiraient profondément en répétant intérieurement: « Le soleil là-haut vit aussi ici en moi. » Ce n'était pas de la dévotion aveugle. C'était une technologie spirituelle de synchronisation électromagnétique. Savait-il ce que la science mettrait des siècles à mesurer? Le cœur génère le champ électromagnétique le plus puissant du corps, 5000 fois plus fort que celui du cerveau. Et ce champ s'étend jusqu'à 3 mètres autour de chaque personne. Lorsque quelqu'un ressent un amour ou une gratitude authentique, ce champ devient cohérent, ordonné, harmonieux. Et cette cohérence influence même les personnes proches. Les Templiers appelaient cela la radiation du cœur solaire. Aujourd'hui, on l'appelle cohérence cardiaque. Mais le principe est identique. L'amour est une fréquence mesurable. Sainte Thérèse d'Avila, mystique espagnole du XVIe siècle, décrivit dans son autobiographie une expérience extraordinaire. Durant ses extases contemplatives, elle ressentait un dard de feu traverser son cœur. Ce n'était pas une douleur, mais une expansion. « Mon cœur brûlait », écrivit-elle, mais ne se consumait pas. C'était comme si le soleil était entré dans ma poitrine et l'illuminait de l'intérieur. Les inquisiteurs l'interrogèrent. Ils soupçonnaient la sorcellerie ou la possession. Elle répondit avec clarté: « La lumière ne vient pas de moi. Elle vient du soleil qui éclaire le ciel, mais entre par la porte de l'amour. » Thérèse avait découvert quelque chose que la neuroscience moderne confirme. L'amour n'est pas un simple sentiment abstrait. C'est un état neurochimique et électromagnétique qui transforme littéralement la biologie. Aujourd'hui, le HeartMath Institute a consacré des décennies à mesurer scientifiquement ce que les mystiques expérimentaient. Le docteur Rollin McCraty montra que lorsqu'une personne entre en gratitude profonde ou en amour conscient, le rythme cardiaque devient cohérent. Au lieu de battre de façon chaotique ou irrégulière, le cœur produit une onde douce, harmonieuse, ordonnée. Et cette cohérence cardiaque a des effets sur tout le corps. Les ondes cérébrales se synchronisent, la pression sanguine se régule, la production de DHEA, l'hormone de la longévité,
augmente. Le cortisol, hormone du stress, diminue. Le système immunitaire se renforce. La clarté mentale s'élève. Le corps entier entre en mode de régénération. Mais le plus révélateur est ceci. La cohérence cardiaque s'intensifie lorsqu'elle est combinée à la lumière du soleil du matin. Comme si le soleil extérieur activait le soleil intérieur du cœur. Encore plus étonnant. Lorsque deux personnes sont proches, et que l'une d'elles entre en cohérence cardiaque, l'autre commence à se synchroniser automatiquement. L'amour est littéralement contagieux au niveau électromagnétique. Les mystiques l'appelaient communion des cœurs. La science l'appelle couplage de fréquences. Le cœur n'est pas seulement une pompe, écrit McCarthy. C'est l'organe le plus intelligent du corps. Il envoie plus de signaux au cerveau que le cerveau ne fait envoie à lui. Et quand le cœur est en cohérence, tout le fait s'aligne avec la fréquence de le fait univers. Comment activer aujourd'hui le soleil du cœur? Les mystiques laissèrent un protocole simple. Chaque matin, assieds-toi face au soleil levant, place les deux mains sur ton cœur, ferme les yeux et sens les battements sous tes paumes. Observe-les sans juger. Respire lentement et profondément. Inspire 5 secondes en imaginant que tu respires à travers le cœur. Expire 5 secondes en relâchant toute tension. Évoque un souvenir de gratitude authentique. Pas un concept, mais une sensation réelle au centre de la poitrine. Maintiens cette sensation pendant 3-5 minutes. Tu ressentiras ta respiration se calmer, ton esprit s'apaiser, ton corps se détendre. C'est la cohérence cardiaque qui s'active. Et pendant cet état, reconnais intérieurement, mon cœur est un soleil qui irradie l'amour. Cette radiation guérit mon corps et touche les autres. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la fréquence la plus pure de l'univers. Les mystiques passaient leur vie à chercher cette lumière. Tu peux l'activer chaque matin. Le soleil du cœur n'a jamais cessé de briller. Il attendait seulement que tu te souviennes de l'allumer. L'amour est la radiation la plus pure de l'univers. Chapitre 9. Le soleil vert. Il y a 4 milliards d'années, la Terre était stérile. Roches, eau et atmosphère toxique. Pas d'oxygène, pas de couleur, pas de vie visible. Puis survint le miracle le plus extraordinaire de l'histoire de l'univers. Une bactérie primitive apprit à manger la lumière. Cet ancêtre de toutes les plantes actuelles développa une molécule révolutionnaire, la chlorophylle. Avec elle, la photosynthèse fut inventée, le processus grâce auquel la lumière solaire devient matière vivante. Pour la première fois, un être vivant n'avait plus besoin d'en dévorer un autre pour exister. Il pouvait se nourrir directement du soleil. Les plantes ne mangent pas. Elles se souviennent de la lumière. Pendant des millions d'années, ces bactéries photosynthétiques remplirent l'atmosphère d'oxygène et transformèrent une planète morte en un jardin vivant. Et lorsque cet oxygène atteignit une concentration suffisante, apparurent les premiers animaux, les premières créatures, capables de respirer. Mais voici la révélation. Ces animaux ne pouvaient pas créer leur propre énergie. Ils dépendaient, et dépendent toujours des plantes. Chaque fois que tu manges une plante, tu manges de la lumière solaire concentrée. Chaque fois que tu respires, tu inhales le cadeau d'organismes qui transformèrent les photons en oxygène. La chaîne est directe et ininterrompue. Soleil, plante, animal, humain. Aucune vie sur Terre n'échappe au soleil vert. Les peuples autochtones du monde entier le savaient. Les Celtes parlaient de l'esprit vert, la conscience vivante qui circule dans les forêts. Les druides enseignaient que toucher un arbre à l'aube transférait sa force solaire au corps humain. Les peuples natifs d'Amérique appelaient les plantes les enfants du soleil et les traitaient avec une révérence sacrée. Non parce qu'elles étaient utiles, mais parce qu'elles étaient des sœurs aînées, des maîtres venus plus tôt pour enseigner à la terre comment recevoir la lumière. La science moderne a découvert que cette révérence avait un fondement moléculaire. Les mitochondries, ces minuscules structures à l'intérieur de chaque cellule humaine qui produisent l'énergie, ne sont pas à l'origine humaine. Ce sont d'anciennes bactéries qui vivaient autrefois indépendamment. Il y a 1 milliard d'années, elles furent absorbées par des cellules plus grandes dans un acte de symbiose. Ces bactéries ancestrales étaient photosynthétiques. La docteure Lynn Margulis révolutionna la biologie en démontrant cette théorie endosymbiotique. Les mitochondries conservent encore leur propre ADN, distinct de l'ADN humain. Et cet ADN ressemble étrangement à celui des cyanobactéries, ces premières créatures qui apprirent à capturer la lumière du soleil. En d'autres termes, au cœur de chaque cellule humaine se trouve un souvenir ancien d'un temps où tes ancêtres pouvaient se nourrir directement du soleil. Nous ne pouvons plus réaliser une photosynthèse complète, mais nos mitochondries en conservent la mémoire. C'est pourquoi elles répondent si fortement à la lumière solaire, elles reconnaissent leur origine.
Le docteur Gerald Pollack, de l'Université de Washington, découvrit quelque chose de révolutionnaire sur l'eau dans le corps humain. Ce n'est pas une eau ordinaire. C'est une eau structurée, organisée en couches géométriques, qui retiennent l'énergie lumineuse. Et cette structure se forme principalement sous l'influence de la lumière solaire et de la proximité des plantes vivantes. Les plantes ne produisent pas seulement de l'oxygène. Elles produisent de l'eau structurée, des biophotons et des champs électromagnétiques cohérents. Quand tu marches pieds nus dans une forêt à l'aube, tu n'améliores pas seulement ta respiration. Tu absorbes réellement la fréquence photonique que les plantes émettent. Elles partagent leur soleil. Plus révélateur encore, la chlorophylle et l'hémoglobine humaine sont presque identiques à l'échelle moléculaire. Nous l'avons déjà vu. Mais maintenant, le sens en devient complet. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une filiation. Le sang humain descend directement du ver ancestral. Quand tu consommes des végétaux riches en chlorophylle, ton corps reconnaît cette molécule comme sienne. Il l'utilise pour régénérer les globules rouges et oxygéner les tissus. Le docteur Bircher Benner, pionnier suisse de la nutrition cellulaire, démontra en 1897 que des patients souffrant d'anémie sévère récupéraient rapidement en consommant de grandes quantités de végétaux crus. Il ne comprenait pas encore leur structure moléculaire, mais il observait l'effet. La chlorophylle devenait du sang, et le sang retrouvait sa lumière. Fritz Albert Popp, le scientifique des biophotons, mesura la lumière émise par différents aliments. Les végétaux frais, surtout les verts, émettent la lumière la plus cohérente, la plus ordonnée. Les aliments transformés émettent une lumière chaotique, ou aucune lumière du tout. Quand tu manges une lumière cohérente, tes cellules apprennent la cohérence. Quand tu manges l'obscurité, tes cellules l'imitent. Comment se reconnecter aujourd'hui au soleil vert? D'abord, passe du temps parmi les plantes vivantes. Pas marcher distrait dans un parc. Présence consciente. Marche, pieds nus sur l'herbe au lever du soleil. Pose tes mains sur le tronc d'un arbre. Respire près des feuilles. Elles émettent de l'oxygène, des biophotons et des fréquences électromagnétiques que ton corps reconnaît comme une nourriture invisible. Ensuite, consomme du verre vivant chaque jour, jus vert fraîchement pressé, légumes à feuilles sombres, spiruline, chlorella, persil, coriandre. Pas pour des vitamines abstraites, mais parce que tu manges directement la lumière du soleil. Ton sang le reconnaît. Tes mitochondries s'en souviennent. Pendant que tu manges, reconnais intérieurement. Cette plante a transformé la lumière en vie. Maintenant je transforme cette plante en sang. La chaîne est sacrée. Soleil. Plante. Moi. Une seule lumière en mouvement. Enfin, si tu le peux, cultive une plante. Même une seule. Dans une fenêtre. Arrose-la. Observe-la grandir. Comprends qu'elle ne pousse pas de la terre. Elle pousse du soleil. La terre la soutient seulement. Le soleil la crée. Les peuples anciens ne vénéraient pas les plantes par superstition. Ils honoraient la chaîne de la lumière. Sans plantes, pas d'oxygène. Sans oxygène, pas d'animaux. Sans animaux, pas d'humains. La terre ne mange pas. Elle se souvient de la lumière. Et nous sommes les enfants de cette mémoire. La terre ne mange pas. Elle se souvient de la lumière. Chapitre 10. Le soleil qui écoute. En 1905, Albert Einstein publia un article qui allait bouleverser à jamais notre compréhension de l'univers. Il ne parlait pas de bombes atomiques ni de voyages spatiaux. Il parlait de quelque chose de plus simple et de plus profond. La lumière n'est pas seulement une onde, elle est aussi une particule. Einstein démontra que la lumière est composée de photons, des paquets discrets d'énergie capables de se comporter tantôt comme une onde, tantôt comme une particule. Mais le plus troublant fut ceci. La lumière semble répondre à l'observation, comme si elle savait qu'on la regarde. Des décennies plus tard, l'expérience de la double fente confirma un fait impossible selon la physique classique. Quand on projette des photons un par un à travers deux fentes et que personne ne les observe, ils se comportent comme des ondes et créent un motif d'interférence. Mais lorsqu'un détecteur observe par quelle fente passe chaque photon, ils changent instantanément de comportement et agissent comme des particules. La lumière ne fait pas qu'exister. Elle sait qu'elle est observée. Le physicien quantique John Wheeler alla encore plus loin. Il réalisa l'expérience, dite du choix différé, démontrant que la décision d'observer ou non un photon peut modifier son comportement même après qu'il a traversé les fentes. Comme si le photon pouvait voyager en arrière dans le temps et ajuster son histoire selon la manière dont il sera observé dans le futur. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique quantique vérifiée des milliers de fois.
La lumière ne suit pas les règles du temps linéaire. Elle transporte une information qui transcende la causalité. Alors les physiciens se posèrent une question perturbante. Si la lumière répond à l'observation consciente, la lumière possède-t-elle une forme d'intelligence, ou bien la conscience est-elle elle-même une propriété de la lumière? Le physicien David Bohm, collaborateur d'Einstein, proposa quelque chose de révolutionnaire. L'univers n'est pas une collection d'objets séparés, c'est un hologramme multidimensionnel où chaque partie contient l'information du tout. Et le médium qui transmet cette information est la lumière. Pour Bohm, la lumière ne se contente pas d'illuminer la réalité. Elle la crée en portant une information organisée. Le docteur Fritz Albert Popp, que nous avons déjà rencontré, alla encore plus loin. Après avoir mesuré la lumière émise par les cellules vivantes, il conclut que les biophotons ne sont pas un sous-produit du métabolisme. Ils sont le langage grâce auquel les cellules communiquent instantanément entre elles, et ce langage est lumière. Popp découvrit que lorsque l'on endommage une cellule dans un tissu, toutes les cellules environnantes réagissent immédiatement, avant même que des signaux chimiques aient le temps de se déplacer. Comme si l'information voyageait sous forme de photons. L'information voyage à la vitesse de la lumière, car elle est lumière. Encore plus étonnant, l'ADN ne se contente pas de stocker des informations génétiques. Il fonctionne comme une antenne, émettant et recevant continuellement des photons. Ton ADN est littéralement en train de converser avec le champ de lumière qui t'entoure. Tu n'es pas seulement matière, tu es matière qui dialogue avec la lumière. Puis vient l'équation la plus célèbre d'Einstein, E = mc². L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cela signifie que toute matière est énergie condensée, et que la lumière est la forme la plus pure de cette énergie. En d'autres termes, la matière n'est que de la lumière ralentie et organisée. Ton corps n'est pas illuminé par la lumière. Ton corps est lumière qui s'est ralentie pour devenir forme, cellule, tissu. Le physicien John Hegeland, lui s'y exprime ainsi. Au niveau le plus fondamental, il ne s'y existe aucune matière solide. Il ne s'y a que des champs d'information vibrant à différentes fréquences. Et le champ le plus fondamental est le champ de lumière. Si cela est vrai, alors le soleil n'est pas seulement une étoile qui brille au loin. Le soleil est la source de l'information qui maintient organisée toute la matière de ce système planétaire, toi compris. Les mystiques de toutes les traditions l'avaient intuité. Tout est un. La physique quantique dit la même chose avec des mathématiques. Tout est intriqué à travers la lumière. L'expérience la plus déconcertante de la physique quantique est l'intrication. Quand deux photons interagissent puis se séparent, ils restent connectés instantanément. Quelle que soit la distance, si l'on modifie l'état de l'un, l'autre réagit immédiatement, même s'il se trouve à l'autre bout de l'univers. Einstein appelle à cela « action fantôme à distance ». Cela le dérangeait profondément. Pourtant, l'intrication est aujourd'hui un fait expérimental incontestable. La lumière n'obéit pas aux lois du temps et de l'espace telles que nous les concevons. Elle est intriquée dans un réseau d'informations instantanées. Et si ton corps, fait de lumière ralentie, était intriqué quantiquement avec le soleil, et si chaque photon que tu absorbes restait connecté à sa source, ce ne serait pas seulement de la poésie, ce serait de la physique. Le docteur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, mena des expériences montrant que l'ADN peut transmettre de l'information électromagnétique à distance, à travers l'eau. Sa conclusion fut controversée mais rigoureuse. L'information biologique ne voyage pas seulement par contact chimique. Elle voyage sous forme d'ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de lumière. Comment appliquer cette connaissance aujourd'hui? Si la lumière porte de l'information et si ton corps est lumière, alors ton intention peut influencer l'information que tu reçois. Chaque matin, lorsque tu t'exposes au soleil, ne le fais pas passivement. Fais-le consciemment. Comprends que tu ne reçois pas seulement des photons. Tu reçois une information organisée, et ton intention influence la manière dont ton corps l'interprétera. Tiens-toi face au soleil. Ferme les yeux. Respire profondément. Reconnais intérieurement, je suis lumière faite chair. Le soleil que j'observe m'observe aussi. En cet instant, mon corps se souvient qu'il n'est pas séparé de sa source. Toute matière est lumière ralentie. Et je choisis d'accélérer ma vibration vers la clarté. Ce n'est pas du mysticisme naïf. C'est la physique quantique appliquée à la biologie consciente. Si la lumière répond à l'observation, alors la manière dont tu observes le soleil influence la manière dont le soleil te transforme. Les anciens sages disaient « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». La physique quantique dit « Tout est intriqué ».
Les deux décrivent la même réalité. Tu n'es pas séparé du soleil. Tu es le soleil se souvenant de lui-même. Toute matière et lumière ralentie. ChatGPT plus chapitre 11. Le soleil intérieur. Toutes les traditions spirituelles, quel que soit le lieu ou l'époque, arrivèrent à la même conclusion. À l'intérieur de l'être humain existe un soleil qui ne s'éteint jamais. Les Égyptiens appelaient Ib, le cœur solaire. Les hindous l'appelaient Manipura, le chakra du plexus solaire. Les taoïstes chinois l'appelaient Dantian, le champ de cinabre où l'on cultive l'énergie vitale. Les alchimistes européens l'appelaient le soleil philosophique. Les kabbalistes juifs l'appelaient Tiféré, la beauté rayonnante au centre de l'arbre de vie. Tous désignaient la même région du corps, le centre du torse, entre le nombril et le sternum. Non par superstition, mais parce qu'en ce point se trouve la plus grande concentration de nerfs après le cerveau. Là se situe le plexus solaire, un réseau qui régule digestion, émotion, intuition et énergie vitale. Mais il y a plus. Cette zone concentre également la plus grande production de sérotonine du corps. Non dans le cerveau comme beaucoup le croient, mais dans l'intestin juste là, au plexus solaire. Et cette production dépend directement de l'exposition à la lumière solaire. Les anciens sages le savaient sans neurotransmetteurs. Ils savaient que lorsque cette zone s'assombrit par la peur ou la tristesse, tout l'être se contracte. Et lorsque cette zone s'éclaire par la respiration, la lumière et la gratitude, tout l'être se réveille. L'éveil du soleil intérieur n'est pas un événement mystique réservé à quelques élus. C'est un processus biologique, accessible à tous ceux qui choisissent d'y prêter attention. Dans les textes tantriques de l'Inde, le chakra Manipura est décrit comme un lotus de 10 pétales, qui brille comme de l'or fondu, lorsque actif. Méditer sur ce centre tout en s'exposant à la lumière du matin, produisait chaleur interne, clarté de pensée et sensation de pouvoir personnel. Ce n'était pas de l'imagination, c'était de la physiologie dirigée consciemment. Les taoïstes chinois développèrent des pratiques de Qigong solaire. Ils se tenaient face au soleil levant, main sur le bas-ventre, respirant en visualisant une sphère dorée grandir dans leur dantian. Avec chaque inspiration, elle devenait plus lumineuse. Avec chaque expiration, sa lumière se diffusait dans tout le corps. La science moderne commence à valider ces pratiques. Le docteur Michael Gershon, neuroscientifique de l'université Columbia, découvrit que l'intestin possède son propre système nerveux indépendant, avec plus de 100 millions de neurones. Il l'appela le deuxième cerveau. Mais il est plus que cela. L'intestin produit plus de neurotransmetteurs que le cerveau, sérotonine, dopamine, GABA, et tous dépendent de la lumière du soleil. Quand tu t'exposes au soleil du matin, ce ne sont pas seulement ta peau ou tes yeux qui reçoivent la lumière. L'information lumineuse voyage à travers le système nerveux jusqu'au ventre, où elle stimule la production de sérotonine. C'est pourquoi après une journée en plein soleil, tu te sens plus heureux et plus stable. Ce n'est pas psychologique, c'est neurochimique. Le docteur Paolo Prandoni, chercheur italien, étudia la relation entre lumière solaire et microbiome. Il montra que les personnes exposées régulièrement au soleil possèdent une flore intestinale plus diverse et plus saine. La lumière ne nourrit pas seulement la peau, elle nourrit les bactéries qui vivent dans toi et qui influencent ton immunité et ton humeur. Le plexus solaire n'est pas seulement un centre nerveux, c'est aussi un centre électromagnétique. Il génère un champ mesurable qui interagit avec le cœur et le cerveau. Quand les trois entrent en cohérence, apparaît un état que les mystiques appellent illumination et que la science appelle cohérence psychophysiologique. Comment réveiller le soleil intérieur aujourd'hui? Chaque matin, après t'être exposé à la lumière naturelle au moins 10 minutes, assieds-toi dans un lieu tranquille. Place tes deux mains sur ton plexus solaire. Ferme les yeux et respire profondément. À chaque inspiration, imagine que tu respires de la lumière dorée dans cette zone. Visualise un petit soleil s'allumer sous tes mains. Ressens une chaleur réelle. Laisse-la se diffuser. Ensuite, permets à cette lumière de s'étendre d'abord à ton abdomen, puis au cœur, puis au cerveau, puis à chaque membre, jusqu'au bout des doigts. Ton corps devient un champ unique de lumière cohérente. Pendant la pratique, reconnais intérieurement, à l'intérieur de moi se lève un soleil qui ne se couche jamais. Le soleil extérieur éveille le soleil intérieur. Je ne cherche pas la lumière, je suis lumière. En quelques jours de pratique, tu sentiras plus d'énergie, plus de clarté mentale, plus de stabilité émotionnelle, une meilleure digestion. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie qui s'active. Les mystiques consacrèrent leur vie entière à réveiller ce soleil.
Tu peux le faire chaque matin. Le soleil que tu cherches dehors vit déjà en toi. Il attend que tu te souviennes. À l'intérieur de toi se lève un soleil qui ne se couche jamais. Chapitre 12. Le retour de la lumière. Nous avons parcouru un voyage qui commença dans les temples d'Égypte et se termina dans les laboratoires de la physique quantique. Mais toutes les cultures, tous les sages, tous les scientifiques arrivèrent à la même vérité, exprimée de façon différente. Tu as été fait de lumière solaire. Et lorsque tu t'en souviens, tout change. Pendant des siècles, l'humanité a oublié cette vérité. Elle a enfermé son corps dans des bâtiments sans fenêtres. Elle a vécu sous des lumières artificielles. Elle a consommé des aliments sans vie. Elle s'est séparée du soleil, et en se séparant du soleil, elle s'est séparée d'elle-même. Les maladies chroniques, la dépression collective, l'épuisement permanent ne sont pas des coïncidences. Ce sont les symptômes d'une espèce qui a oublié son origine lumineuse. Mais quelque chose s'éveille. Un nombre croissant d'êtres humains ressent à nouveau l'appel de l'aube. Sortir, respirer, toucher la terre pieds nus, se laisser traverser par les premiers rayons. Pas par mode, par nécessité cellulaire. Les cellules se souviennent, même lorsque l'esprit oublie. Et quand une cellule se souvient, elle transmet cette mémoire aux autres. L'épigénétique nous a montré une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas déterminés par nos gènes, mais par la manière dont nous vivons. Et parmi les signaux qui activent les gènes de régénération, de longévité et de cohérence, la lumière du soleil est l'un des plus puissants. Le docteur Bruce Lipton résuma ainsi. L'issivolution n'est pas une mutation aléatoire. La l'ici est une réponse intelligente à l'is-environnement. Et lorsque tu changes ton environnement, tu changes ta biologie. Ce qui est vrai individuellement l'est aussi collectivement. Chaque être humain qui se reconnecte au soleil n'active pas seulement sa propre guérison, il influence le champ de ceux qui l'entourent. La cohérence est contagieuse. L'éveil se propage. Les physiciens quantiques parlent de champ morphogénétique. Lorsque suffisamment de membres d'une espèce apprennent quelque chose, cette connaissance devient plus accessible à tous, non par communication verbale, mais par résonance. Nous ignorons combien de personnes doivent se souvenir du soleil pour que toute l'humanité se souvienne. Mais chaque aube consciente compte. Les civilisations anciennes construisirent des monuments alignés sur le soleil, pas pour l'adorer comme une entité distante. Pour que les générations futures se rappellent. Les pyramides de Gizeh, Stonehenge, Angkor Wat, Machu Picchu, Chichen Itza, tous ces lieux orientés avec une précision mathématique vers le soleil disaient la même chose à ceux qui viendraient après. N'oubliez pas la lumière qui vous a créé. Aujourd'hui, alors que la science mesure les biophotons, la cohérence cardiaque, l'épigénétique et l'intrication quantique, nous redécouvrons ce que les anciens savaient, le soleil ne se contente pas d'illuminer la vie. Il l'organise, il la régénère, il la rappelle à elle-même. Le biologiste Rupert Sheldrake affirma que la nature a une mémoire. Les schémas se répètent parce qu'ils résonnent avec le passé. Si cela est vrai, alors chaque fois que tu t'exposes consciemment au soleil, tu ne fais pas que nourrir ton corps. Tu te connectes à la mémoire de tous les êtres humains qui un jour ont salué l'aube en disant « Je me souviens ». Tu te joins aux prêtres de Ré, aux yogis du Gange, aux alchimistes de Prague, aux moines du désert, à Tesla dans ses montagnes, tous ceux qui ont su que le soleil n'est pas un astre lointain, mais la source vivante de la conscience. Que faire maintenant de cette connaissance? Il ne s'agit pas de en faire un dogme, ni une religion solaire. Il s'agit de quelque chose de plus simple, de plus profond, de plus direct, se souvenir chaque matin. Sors, même 5 minutes, même s'il fait froid, même s'il y a des nuages. Place tes pieds nus sur la terre si tu le peux. Respire profondément. Regarde l'horizon où la lumière naît. Et pendant que tu inspires, rappelle-toi, je suis lumière qui a appris à se penser elle-même. Je suis poussière d'étoiles devenue chair. Je suis l'univers regardant le soleil à travers des yeux humains. Tu n'es pas séparé du soleil. Tu es son reflet conscient. Lorsque beaucoup se souviendront en même temps, quelque chose changera dans la conscience collective. Pas une révolution bruyante. Un réveil silencieux. Personne après personne. Aube après aube. Jusqu'à ce que l'humanité entière se rappelle qu'elle n'a jamais été perdue, seulement distraite. Les anciens prophètes parlèrent d'un retour de l'âge d'or. Ils ne parlaient pas d'un événement extérieur. Ils parlaient d'un souvenir intérieur, du moment où suffisamment d'êtres humains comprennent qu'ils sont littéralement les fils et les filles du soleil. Ce moment ne se trouve pas dans un futur lointain,
Il commence aujourd'hui, oui. Avec toi. Avec chaque lever de soleil vécu consciemment. Avec chaque respiration de gratitude. Avec chaque cellule qui se souvient. Car lorsque tu te rappelles que tu es fait de soleil, l'obscurité n'est plus un ennemi. Elle ne sait que fait un lieu où la mémoire dort. Et maintenant tu te souviens. Ne crains pas la nuit. Elle existe pour que le soleil se souvienne de sa force. Le soleil que tu vois dehors n'est que le reflet de celui qui brûle en toi. Et maintenant que tu le sais, tu ne marcheras plus jamais dans les ténèbres. Là où il y a gratitude envers la lumière répond. Lorsque tu te rappelles que tu es fait de soleil, l'obscurité disparaît.